Si les États-Unis envahissent le Groenland à l'heure zéro, après l'échec de la diplomatie, le président américain, sans autre option, donne l'ordre d'attaque. Les forces américaines doivent envahir le Groenland et en prendre le contrôle par la force. Alors que l'armée américaine a une grande expérience des opérations dans certains des environnements les plus arides de la planète, le Groenland représente une perspective très différente. Parce qu'ici, l'ennemi n'est pas l'armée, c'est l'Arctique, la plus grande île de la planète. Le Groenland couvre environ 2 164 000 km², dont 80% sont recouverts par la deuxième plus grande calotte glaciaire mondiale. Son climat et sa géographie en font l'un des endroits les plus inhospitaliers, expliquant sa faible population. Avec seulement 57 000 personnes qui considèrent le Groenland comme leur foyer, et plus d'un tiers d'entre elles, soit environ 20 000 pour être précis, vivant dans la capitale, Nuuk. Cette mission diffère de tout ce que les États-Unis ont connu, car ils peuvent prendre le Groenland rapidement. La vraie question est de savoir s'ils peuvent le garder 1 heure. Plutôt que de bombarder Nuuk, ils analysent l'espace, évaluent les options, et choisissent les tactiques les plus efficaces pour résoudre rapidement la situation avec un risque minimal. Il faut frapper avec rapidité et précision, laissant au reste du monde à peine le temps de réagir, et encore moins d'intervenir. D'immenses groupes aéronavals traversent l'Atlantique vers le Groenland. Sur leur pont, des avions de chasse américains redoutables comme les F-22 et F-35 sont toujours prêts à décoller. Des avions AEW et C patrouillent en cercle, tandis que drones et avions de patrouille scrutent l'océan à la recherche d'activités suspectes. Des croiseurs et navires de soutien spécialisés les accompagnent, conçus pour les raids, insertions et missions discrètes en surface ou sous l'eau. Des sous-marins glissent dans les eaux sombres, des milliers de soldats avancent avec la flotte. L'invasion est déjà en marche. Un mouvement militaire d'une telle ampleur ne reste pas longtemps secret. Le monde repère vite les schémas et comprend la situation. En 30 minutes à 1 heure, la panique s'installe, notamment parmi les pays de l'OTAN, qui ont accepté la défense mutuelle selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Il précise qu'une attaque contre un membre est vue comme une attaque contre toute l'Alliance. Mais l'OTAN n'a jamais affronté une situation où un de ses membres envahit un autre. Alors que les dirigeants mondiaux entament des discussions d'urgence, l'Alliance se prépare à sa plus grande épreuve. Leur décision pourrait bouleverser l'ordre mondial. 2 heures. L'armada américaine se rapproche des côtes du Groenland. À mesure qu'elle approche de sa cible, l'opération passe à la phase suivante. L'un des objectifs principaux des États-Unis est d'isoler l'île de toute communication extérieure afin de minimiser le risque d'interférences extérieures. Guerre électronique. Les EA-18G Growler version, spécialisés du FA-18F Super Hornet, décollent avec des systèmes de guerre électronique avancés pour brouiller radars et communications. Ce n'est pas une frappe aérienne, mais une coupure soudaine. Le Groenland est isolé, sans communication stable entre Nuuk et le gouvernement danois. À Copenhague, l'île est plongée dans le noir. Pour garantir la sécurité des Growlers, une flotte de F-22 et F-35 est déployée. Ultra furtif, rapide comme l'éclair, et équipé de certains des systèmes avioniques les plus avancés et de l'armement le plus puissant de la planète. Ces avions prennent rapidement le contrôle de l'espace aérien groenlandais, établissant presque instantanément une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'île. Même si l'OTAN envoie ses chasseurs, affronter les pilotes américains très entraînés sera difficile. 3 heures. À ce stade, les États-Unis peuvent agir avec confiance et détermination. Ils savent que le Groenland n'a pas d'armée, dépendant de la protection du Danemark et de l'OTAN. Ce n'est pas comme les précédentes opérations militaires américaines en Irak ou en Afghanistan. Il n'y a pas de vaste groupe de forces hostiles au sol, ni de système de défense aérienne en couche à affronter. Les forces américaines n'ont pas à se soucier d'organiser des bombardements pour neutraliser les défenses du Groenland. Elles n'ont pas besoin d'attaquer de grandes concentrations de troupes et de blindés au sol. Ils n'ont pas à craindre que des avions de chasse avancés décollent du Groenland pour affronter les F-35 américains. La guerre d'usure n'aura pas lieu, du moins au début. Au début, la résistance est faible, juste suffisante pour être risquée. Cette faille suffit aux États-Unis, qui transforment ensuite l'invasion en occupation. Les objectifs sont atteints rapidement par des opérateurs et commandants expérimentés, maîtrisant parfaitement la procédure. 4 heures. Les chasseurs ayant assuré la supériorité aérienne, d'autres appareils décollent des porte-avions de l'Atlantique. Les C-17 Globemaster 3S
transport de troupes et matériel dans le ciel. Des centaines, puis des milliers de soldats sont transportés depuis les porte-avions et parachutés directement sur les terrains les plus stratégiques du Groenland. Les cibles prioritaires, comme les aéroports, centres de transport et principales artères reliant l'île au monde, sont frappées en premier, notamment Narsarsuaq et Kongerlussuaq. Puis le plus grand prix de tous, Nuuk, la capitale, le principal aéroport international, même dans un endroit aussi peu peuplé et mal défendu que le Groenland. Pour qu'une invasion soit couronnée de succès, toute force d'invasion doit pouvoir déployer des troupes au sol, ainsi que des chars, des véhicules blindés et d'autres équipements. Mais acheminer des équipements au Groenland n'est pas facile. Peu d'endroits au Groenland permettent aux États-Unis d'atterrir et d'opérer en toute sécurité avec de gros avions. Ainsi, Kongerlussuaq et Nuuk sont des cibles clés. Les États-Unis visent aussi les points stratégiques, pas seulement les villes. Les Globemasters déploient des dizaines de parachutistes armés sur des cibles clés sans réelle résistance. Hormis quelques civils protestataires et responsables locaux frustrés, les soldats américains contrôlent vite les centres de transport de l'île. Les commandants ordonnent l'arrivée de renforts. 12 heures. Les destroyers Harleyburg quittent leur groupe aéronaval près de la côte sud de l'île pour escorter des docks amphibies et des engins de débarquement vers Nuuk, la capitale et le port principal. À leur arrivée, des aéroglisseurs débarquent marines et véhicules arctiques au Groenland. Le personnel américain prend le contrôle du port, sans probablement tirer un seul coup de feu. Dans les eaux proches, les forces navales américaines empêchent toute interférence dans leurs opérations. Ils essaient de sécuriser le passage GIUK, une zone maritime située entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Ce point d'étranglement stratégique peut isoler la mer de Norvège et la mer du nord de l'Atlantique, piégeant tout ce qui tente de passer. Les nations scandinaves, membres de l'OTAN, et la Russie sont de l'autre côté du passage. Les États-Unis veulent empêcher tout élément hostile d'entrer pendant qu'ils verrouillent l'île. Des avions et patrouilleurs surveillent les cieux et mers pour détecter toute activité suspecte. Les sous-marins Virginia atteignent les plus grandes profondeurs de l'Atlantique grâce à leur sonar avancé, pour traquer et dissuader tout sous-marin russe ou unité de s'approcher. Le blocus naval doit donner aux forces américaines le temps et la liberté d'accomplir leur mission. Cela dépend de la réaction des autres pays, ce qui est le plus risqué. Jour 2, les dirigeants de l'OTAN discutent des prochaines mesures. Le Danemark invoque l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule qu'une attaque contre un membre équivaut à une attaque contre toute l'Alliance. Il n'y a jamais eu de situation tout à fait comme celle-ci auparavant, sans précédent auquel se référer. Les dirigeants peinent à parvenir à une décision unanime sur la manière de réagir. Certains souhaitent honorer l'Alliance, comme promis, en mobilisant des forces pour défendre le Groenland et le Danemark. Certains estiment qu'une action militaire contre l'Amérique est inévitable, la mort sous différentes formes, vu la puissance des forces armées américaines. Cet argument change tout, peu importe le vainqueur. Avec le plus grand budget militaire, 1,3 million de soldats, la puissance aérienne la plus dominante et l'une des plus grandes marines, les États-Unis imposent leur force et leur inévitabilité par leur capacité, portée et rapidité. Les États-Unis ne sont pas seulement une superpuissance, c'est la machine militaire la plus puissante que le monde ait jamais connue. Aucun autre pays de l'OTAN ne s'en approche. Le Danemark, pays le plus prompt à agir contre les États-Unis, est actuellement 45e au classement mondial de la puissance militaire. Avec 21 000 militaires et 12 000 réservistes, son armée reste bien plus petite que celle des États-Unis. Son armée de l'air a à peine plus de 100 appareils, et sa marine, quasi inexistante, se limite à quelques frégates, patrouilleurs et chasseurs de mines. L'armée de terre danoise n'aurait aucune chance contre les États-Unis avec seulement quelques dizaines de chars. Le Danemark n'en demande pas, il l'exige. Il a besoin du soutien de ses nombreux alliés, au sein de l'alliance de l'OTAN, dont beaucoup disposent de forces militaires bien plus puissantes et bien plus sérieuses. Le Royaume-Uni est 8e, et la France 6e en puissance de feu mondiale. L'Allemagne, l'Italie, la Turquie, l'Espagne et la Pologne sont aussi bien préparées au combat, individuellement. Ces nations auraient peu d'espoir contre les États-Unis. Même ensemble, elles peineraient face à la plus puissante armée du monde. Elles peuvent au moins infliger de sérieux dégâts, ou prendre des mesures fortes pour dissuader toute nouvelle agression américaine dans la région. Même ainsi, aucune de ces nations n'est impatiente de s'engager dans une confrontation qui mettrait des vies en danger des deux côtés, et risquerait de dégénérer en quelque chose de bien plus grave, quelque chose d'irréversible. Au lieu de cela,
Il convient d'exercer d'autres méthodes de dissuasion en utilisant les systèmes économiques pour faire pression sur les États-Unis et inciter leurs dirigeants à reconsidérer leur position. Les dirigeants européens menacent de déchirer les accords commerciaux avec l'Amérique, d'imposer des tarifs sur les biens et services américains et d'expulser les entreprises américaines de leur territoire. Ils menacent également de geler les avoirs américains. Comme les 3,6 billions de dollars de bons du Trésor américain détenus par l'Europe, soit 40% des avoirs étrangers américains. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les législateurs, les dirigeants et les populations locales réagiraient à la situation. Les marchés sont volatiles, les manifestations se multiplient et les avis sur l'Amérique se polarisent. Certains soutiennent qu'une saisie du Groenland est dans le meilleur intérêt du pays. D'autres expriment une immense colère et des regrets face à un acte qui pourrait détruire complètement l'OTAN. Le monde sombre dans le chaos, tandis que les représentants de 31 nations de l'OTAN peinent à décider de leurs prochaines actions. Et pendant qu'ils se disputent, les États-Unis continuent de renforcer leur emprise. Jour 3, les plus grands rivaux de l'Amérique, la Russie et la Chine, cherchent à exploiter la situation à leur avantage. Ils condamnent les actions de l'Amérique et réclament de lourdes sanctions et d'autres punitions contre les États-Unis. Ils veulent renforcer leur position géopolitique par tous les moyens possibles. Les États-Unis parviennent temporairement à profiter de l'indécision de l'OTAN et de l'hésitation des dirigeants mondiaux, saisissant l'occasion pour avancer et renforcer leur position sur l'île. Prêts à affronter une action militaire de ses alliés, ils n'hésitent pas. Jour 7. À la fin de la première semaine, les États-Unis établissent facilement un contrôle total sur tous les principaux centres de transport, des ports aux aéroports. Ils renforcent leur présence dans la capitale et gardent leur domination aérienne via un blocus naval strict autour de l'île. Mais c'est là que les choses se compliquent, car le Groenland n'est pas comme les autres lieux d'opération de l'armée américaine. Il fait froid, c'est inhospitalier, et il manque les infrastructures ou transports qu'on trouve ailleurs sur Terre. Le Groenland n'a pas un réseau organisé d'autoroutes reliant tout ensemble. Il n'y a pas de route d'approvisionnement facile, pas de déplacement rapide par voie terrestre. La plupart des villes sont isolées, séparées par d'immenses distances et des terrains difficiles à traverser. Les champs de glace effacent les tempêtes de neige, des changements soudains de météo qui peuvent engloutir des véhicules, stopper les déplacements et transformer un simple trajet en problème de survie. Et c'est bien là le problème. Même avec une force américaine écrasante, les unités américaines peinent à se déplacer rapidement, à sécuriser des villes et des infrastructures dispersées, et à établir le type de ligne d'approvisionnement dont une occupation dépend. Les chars lourds et grands blindés n'ont pratiquement aucune chance de traverser les paysages glacés en toute sécurité. Les États-Unis doivent donc transporter par avion des véhicules plus légers, comme les MX Booker et Strykers, vers des lieux stratégiques, pour établir des zones défensives et renforcer ses positions. Des milliers d'ouvriers experts en construction de combat de la Navy CBS sont déployés sur l'île. Ils installent vite l'infrastructure nécessaire à l'Amérique. Ils doivent agrandir la base militaire américaine existante, la base spatiale Bitufik, sur la côte nord-ouest de l'île. Elle devient un centre multidomaine pour avions de chasse, défense antimissiles et autres atouts militaires majeurs. Les équipes de construction travaillent à l'agrandissement des ports, à double usage du Groenland, et à la mise en place des infrastructures nécessaires pour accueillir les destroyers, les sous-marins et d'autres navires de la marine américaine. Les quais sont renforcés, des installations construites et des espaces de stockage aménagés. Il ne s'agit pas que de changement, mais de contrôle. Ces ports deviennent la solution à la logistique brutale du Groenland, créant un flux régulier pour les troupes. Le carburant, l'équipement et les fournitures arrivent directement des États-Unis, faisant de l'île un point d'appui permanent. Défi majeur pour tous, sans solution simple. Semaine 2, les États-Unis sécurisent l'île. Les éléments sont hostiles, l'infrastructure limitée, mais la situation reste contrôlée. Le vrai défi à venir sera humain, non logistique. La population du Groenland, bien que réduite, est passionnée et très fière de sa terre et de son identité culturelle. La plupart n'apprécieraient pas qu'une force d'invasion prenne leurs villes et terres. Les Groenlandais ne réagissent pas par une violence militaire. Ils n'ont ni armes, ni nombre, ni équipement pour affronter les États-Unis. Mais ils ne sont pas impuissants. Même sans armée, ils peuvent encore transformer chaque étape du plan américain en une épreuve plus lente, plus difficile et plus coûteuse. Les fonctionnaires locaux se mettent en grève, refusant d'obéir aux ordres des occupants. Les manifestants font entendre leur présence dans les villes et les villages. Très vite,
L'immense difficulté de gouverner un territoire arctique aussi vaste commence à se faire sentir. Pour les responsables américains, une occupation est lente, éprouvante et coûteuse. L'invasion fait la une mondiale. La crédibilité de l'Amérique a subi un sérieux revers, de nombreuses personnes à travers le monde exprimant leur sympathie envers les Groenlandais. L'OTAN, après plusieurs jours d'indécision, commence inévitablement à se fissurer. Les dirigeants tentent d'afficher leur unité dans leurs déclarations publiques, mais à huis clos, c'est une scène de conflits constants, de désaccords amers et une prise de conscience croissante qu'ils n'avancent plus d'un seul pas. Les membres clés de l'Alliance exigent des sanctions économiques contre les États-Unis et menacent de mesures plus strictes si l'invasion continue. Certains alliés proches de l'Amérique, dont le Royaume-Uni, lancent désormais des menaces jugées impensables il y a peu. Cesser la coopération, revoir le partage de renseignements, rompre les liens diplomatiques, poursuivre les États-Unis à l'international. Certains pays veulent aller plus loin, élaborant des plans pour déployer des troupes ou d'autres ressources au Groenland. Les alliances de puissance mondiale commencent à s'effondrer, et le visage de la géopolitique est changé pour des générations à venir. À ce stade, l'Amérique est confrontée à une dernière opportunité et doit prendre une décision importante. Semaine 3. Sur le terrain, au Groenland, les équipes de construction américaines se mettent immédiatement au travail, agrandissant les ports, renforçant les aérodromes, améliorant les routes là où c'est possible, et construisant entièrement de nouvelles installations à partir de zéro, non seulement pour tenir l'île, mais aussi pour l'utiliser. Chaque nouvelle structure est une déclaration d'intention de transformer l'emplacement stratégique du Groenland en un avantage permanent. Les ressources naturelles abondantes sont exploitées par l'Amérique, qui agit avant toute opposition. Mois 1. Les compagnies minières américaines débutent sur l'île. Le nombre de personnels américains sur le territoire augmente de centaines à des milliers. Les dirigeants américains affrontent défis juridiques, logistiques et pressions internes et internationales, tandis que d'autres problèmes s'ajoutent avec le temps. Détenir le Groenland implique de le gérer, d'assurer la sécurité d'un vaste territoire désert, de maintenir l'ordre dans des villes isolées et de protéger des infrastructures exposées. Les États-Unis doivent aussi garantir les services essentiels aux civils, alimentation, chauffage, soins médicaux, transport. Si ce système s'effondre, le contrôle ne s'affaiblit pas seulement, il risque de se transformer en catastrophe humanitaire que le monde entier observera en temps réel. L'isolement international fragilise les chaînes d'approvisionnement, et les coûts pourraient dépasser les prévisions. Les Groenlandais, quant à eux, continuent de résister, non seulement pendant des semaines et des mois, mais pendant des années après l'invasion. Ils ne cèdent jamais complètement aux exigences de l'Amérique et ne reconnaissent pas son autorité. Les coûts montent, la logistique est difficile et l'occupation se complique. Les États-Unis doivent choisir, s'enliser ou sortir. Washington finit par changer de stratégie. Les États-Unis plaident désormais pour une désescalade négociée et collaborent avec les alliés de l'OTAN pour trouver un accord évitant la crise. Ce n'est sans doute pas une retraite totale, mais un compromis. Retrait partiel des troupes contre contrôle durable des ressources du Groenland, droit de stationnement et accord de sécurité. L'invasion rencontre peu de résistance militaire, mais le vrai combat commence ensuite avec des conséquences durables. La position mondiale de l'Amérique en prend un coup, dont elle ne se remettra peut-être jamais complètement. Des alliances qui ont mis des générations à se construire commencent à se fissurer ou à s'effondrer complètement, et dans le vide ainsi créé. La Russie et la Chine profitent de l'élan pour accroître leur influence, tandis que Washington perd en crédibilité. Une opération rapide dans l'Arctique pourrait devenir la crise mondiale la plus grave depuis la guerre froide. Découvrez pourquoi le départ des États-Unis de l'OTAN causerait la 3e guerre mondiale ou cliquez sur cette vidéo.